Merci et bonjour. Bienvenue à l'Atheneum de Philadelphie, en Pennsylvanie, qui nous accueille une fois de plus. Alors, cette présentation va se faire en français à débit lent, in slow French, afin de permettre au plus grand nombre de me suivre. Alors après Bertie Albrecht et Germaine Tillion, je vais vous parler aujourd'hui d'une autre grande résistante française, Marie-Madeleine Fourcade. Dans un souci de concision, nous l'appellerons Marie au cours de cet exposé. Alors elle voit le jour à Marseille le 8 novembre 1909. Son père, Lucien Bridoux, est le sous-directeur d'une compagnie internationale de transport maritime. Sa mère, Mathilde Porte, est originaire d'un milieu bourgeois catholique. À sa naissance, Marie a déjà une sœur, Yvonne, de 6 ans son aînée, et un frère cadet suivra, Jacques, né en 1911. Alors, le père de Marie, Lucien Bridoux, est affecté à Shanghai, en Extrême-Orient. Marie va donc y passer une partie de son enfance. Elle est scolarisée dans un établissement religieux, ce qui ne l'empêche pas de grandir dans un milieu cosmopolite. Elle est d'ailleurs bilingue et parle parfaitement anglais. Elle apprécie beaucoup sa vie à Shanghai. Hélas, son père, atteint d'une maladie tropicale, meurt subitement en 1919. La famille Bridoux rentre alors en France précipitamment. Marie, qui a 10 ans, est placée au couvent des Oiseaux, un établissement scolaire pour jeunes filles de la bonne société parisienne. Alors Mathilde Bridoux se soucie de l'avenir de Marie. En fait, elle pense à marier sa fille, très jeune, trop jeune sans doute. À l'âge de 17 ans, Marie épouse donc Édouard Méric, qui lui en a 25. Fils de général, Édouard est diplômé de l'école Saint-Cyr, la plus prestigieuse école militaire française. Bel homme, il est officier des services de renseignement de l'armée. 2 enfants vont naître de cette union. Un fils, Daniel, né en 1929, et une fille, Anne, née en 1932. Mais ces enfants ne vont pas cimenter le mariage. La relation des jeunes époux se dégrade rapidement. Édouard, rigide et autoritaire, poursuit sa carrière militaire et prend la tête des affaires indigènes au Maroc en 1935. Marie le suit pour un temps, puis rentre à Paris. C'est alors sa mère qui se charge d'élever les enfants, Daniel et Anne. Alors, détachée de toute contrainte familiale, Marie devient chroniqueuse de mode à Radio Cité, une station parisienne. Elle y collabore d'ailleurs avec la femme de lettres Colette. La vie est belle. Marie s'achète une voiture à une époque où les femmes conduisent peu. De tempérament très moderne, elle a des loisirs insolites pour l'époque. Elle participe en effet à des courses automobiles et elle apprend même à piloter un avion. Alors cela n'empêche pas Marie de se concentrer sur sa carrière journalistique. C'est alors qu'elle rencontre à Paris un commandant originaire du Béarn, Georges Loustonneau Lacot. Héros de la Première Guerre mondiale,
C'est un patriote et un anticommuniste farouche. Il publie des revues géostratégiques et alerte les autorités sur l'impréparation de la France face à l'Allemagne qui se réarme. Très vite, le commandant Loustono Laco sympathise avec Marie. Il devient son mentor. En 1936, alors que la gauche gagne les élections, il ambitionne de regrouper la droite française afin d'offrir une alternative au Front populaire. Et Marie va l'aider dans cette tâche. Alors pour cela, elle intègre le réseau Corvignol que vient de fonder Loustono Laco. Alors il s'agit d'une organisation clandestine dont les objectifs sont clairs: nettoyer l'armée de toutes les cellules communistes qui ont infiltré une partie du commandement français. On assiste alors en France à une lutte sans merci entre les nationalistes de droite et la gauche pro-soviétique. Pardonnez-moi une petite seconde. Désolé pour cela. Marie, convaincue que l'armée est minée de l'intérieur, choisit sans hésitation son camp, celui de Loustono Laco. Et avec lui, elle ambitionne de s'atteler au réarmement moral de l'armée française. Alors très vite, Marie prend de l'étoffe. Elle devient ainsi secrétaire générale d'un groupe de publications nationalistes, La Spirale. Ce groupe de presse publie notamment la revue L'Ordre national que dirige Loustono Laco sous le nom de Code de Navarre. L'Ordre national est un périodique anticommuniste, bien sûr, mais aussi violemment germanophobe. À 27 ans, Marie, ancienne chroniqueuse radiophonique de mode, s'est donc mutée en une militante patriote. Alors, ses activités politiques, on l'imagine bien, lui laissent peu de temps pour sa famille. En 1939, elle se sépare officiellement de son mari, Édouard Méric, toujours en poste à Rabat, au Maroc. Et en septembre, la guerre éclate. Loustono Laco et Marie voient leur pire cauchemar se réaliser. Ils s'insurgent contre le niveau d'impréparation de l'armée française. Accusant l'état-major d'incompétence, le commandant est alors démis de ses fonctions pour insubordination. On l'incarcère dans la forteresse de Mutzig, en Alsace. Libéré en mai 1940, alors que l'armée française est en déroute, il décide de rejoindre le front. Il conseille cependant à Marie de se réfugier à Pau, dans le sud de la France. Blessé le 14 juin 1940, Loustono Laco est capturé par l'ennemi, mais il profite du chaos provoqué par l'armistice pour s'évader. Il rejoint Marie en zone libre et lui propose d'aller avec lui à Vichy. C'est là que s'est installé le gouvernement de Pétain. Comme beaucoup de Français de l'époque, il croit que le maréchal joue double jeu et que son objectif est de préparer la revanche française. Leur arrivée à Vichy après la débâcle, Loustono Laco propose à Pétain de créer un centre d'accueil pour les soldats démobilisés et les évadés. Le maréchal accepte cette idée. Le but du commandant est clair. En intégrant le gouvernement de Vichy,
il pourra collecter des informations précieuses sur la situation politique et préparer la revanche. Il installe donc un centre d'accueil dans un hôtel réquisitionné. Ce sera une couverture parfaite pour la création d'un réseau clandestin qu'il nomme le réseau Navarre. C'est ainsi que Marie devient la secrétaire de son maître à penser. Mais très vite, tous deux questionnent, sans remettre encore leur choix en cause, l'attitude de Pétain. Ils ont un doute sur les véritables intentions du maréchal. En conséquence, Marie et Loustono-Laco commencent à recruter des agents. Petit à petit, grâce aux relations du commandant, ils tissent leur toile et créent des antennes du réseau Navarre partout en France libre. Alors l'une des tâches de Marie est de coordonner de nombreuses filières d'évasion. Il s'agit de faire passer à des réfractaires ou à des résistants la ligne de démarcation qui sépare le nord et la façade atlantique, occupée par les Allemands, du sud, administrée par Vichy. Alors, sous la direction de Marie, le réseau commence à acheminer sous le manteau du courrier entre les deux zones. L'organisation observe également les mouvements de troupes allemandes. Et peu à peu, Marie se taille une réputation d'organisatrice et de meneuse d'hommes. Après seulement quelques mois d'existence, le réseau Navarre compte déjà 50 espions. Alors, tous les membres du réseau sont issus de la droite nationale. Ils sont bien sûr viscéralement anti-allemands. Et le pacte germano-soviétique les conforte dans leur opposition aux communistes français. Pour l'heure, les membres du réseau Navarre ne s'opposent pas encore frontalement au régime de Pétain, qui est anticommuniste comme eux, car certaines idéologies les rapprochent. Le mythe de la révolution nationale, par exemple, c'est le fameux travail, famille, patrie. Il s'agit pour la France de retrouver l'honneur à travers l'ordre, la discipline, l'épargne et le courage. Et ce discours a une certaine résonance parmi les nationalistes français traumatisés par la défaite. Alors, quelques mois après la mise en place du réseau Navarre, Loustono-Laco propose à Marie de créer un réseau de renseignement plus vaste. Désormais, il souhaite étendre son domaine à la zone occupée, donc au nord de la France, sous autorité allemande. C'est ainsi que le réseau Navarre, qui s'agrandit, change de nom. À partir de maintenant, il s'appelle le réseau Alliance. Et en septembre 1940, Loustono-Laco promeut Marie chef d'état-major de l'organisation clandestine. Elle devient donc le numéro 2 du mouvement. C'est un fait rare pour une femme qui prouve ainsi la confiance absolue que le commandant a en elle. Alors désormais, Marie aura comme nom de code Hérisson. Alors le choix du nom n'est pas laissé au hasard. Comme elle le dit elle-même si bien, le hérisson est un petit animal à la vie dure que même un lion hésiterait à mordre. Mais c'est surtout un nom masculin. Et comme dans toutes les organisations secrètes, rares sont ceux qui connaissent personnellement le sommet de la hiérarchie. C'est pourquoi la plupart des membres d'Alliance pensent que ce hérisson est un homme.
Alors, le réseau se développant, Loustono-Laco cherche désormais à entrer en contact avec l'intelligence service britannique. Et à ce propos, le capitaine ne croit pas en De Gaulle. Comme Marie, il considère d'ailleurs que les vrais patriotes français doivent rester sur le sol français. De plus, De Gaulle n'a ni argent ni armes. Pragmatique, Lustano Laco se tourne logiquement vers l'Angleterre. Une première rencontre est organisée au Portugal. L'Angleterre accepte de soutenir matériellement le réseau Alliance à hauteur de 5 millions de francs. En contrepartie, le réseau va réserver la primeur de ses renseignements à l'Angleterre. Loustono Laco obtient ainsi des Anglais un premier poste émetteur radio. On lui dévoile un système de codage qui va lui permettre de communiquer avec Londres. Alors, la montée en puissance du réseau s'intensifie. Dès l'automne 41, Alliance possède 6 émetteurs radio. Les renseignements s'organisent par secteur militaire, air, mer et terre. Les informations fournies sont très variées. Emplacement de terrains d'aviation ennemis, horaires de croisière des sous-marins du Reich, mouvement de troupes de l'armée, localisation précise des batteries antiaériennes allemandes. En mai 1941, avec la bénédiction de Churchill, Loustono Laco débarque en Afrique du Nord. Il y rencontre Léon Failly, un commandant charismatique français de l'armée de l'air qui, de son côté, dirige une organisation clandestine à Alger. Alors, les deux commandants souhaitent fédérer l'armée française d'Afrique du Nord et fermer les portes de la Méditerranée à l'influence allemande. Ils organisent donc un complot à Alger. Ce complot a pour objectif de préparer le soulèvement de l'armée française d'Afrique. Hélas, l'opération d'Alger échoue. Pire encore, le nom de Loustono Laco apparaît dans plusieurs rapports de la police française. Il tombe en disgrâce et le 18 juillet 1941, il est interpellé et incarcéré à la prison de Clermont-Ferrand. Alors Loustono Laco, en accord avec Marie, décide de transférer le réseau de Vichy à Pau, plus au sud. Il devient clair que diriger les opérations depuis Vichy est trop dangereux, car les activités de la police française et la répression s'intensifient. Désormais, Loustono Laco est dans l'incapacité d'exercer le commandement du réseau Alliance. C'est donc tout naturellement Marie qui, à l'âge de 31 ans, va en prendre la direction. Jamais auparavant, une femme avait atteint ce niveau au sein de la mouvance résistante française. Elle se retrouve maintenant à la tête d'une centaine d'agents répartis entre Paris, Marseille et Pau. Le réseau est florissant, d'autant que dans les années 41-42, il n'y a en zone libre aucun service allemand de radiolocation. Alliance peut ainsi transmettre vers l'Angleterre, avec ses émetteurs radio, en toute impunité. Alors, sous l'impulsion de Marie, octobre 41 marque un changement idéologique important pour le réseau.
C'est en effet à cette date qu'est rendue la sentence du procès contre le commandant Loustono Laco. Il écope de 5 ans de prison. Avant ce jugement, certains membres éminents du réseau espéraient encore que Pétain jouait un double jeu. Il donnait au maréchal en quelque sorte le bénéfice du doute. Mais il devient clair que Pétain joue désormais à fond la carte de la collaboration avec l'ennemi allemand. À partir d'octobre 1941, Alliance combat désormais deux ennemis, l'occupant allemand bien sûr, mais aussi le gouvernement de Vichy. À la même époque, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Un agent ennemi vient d'infiltrer le War Office britannique. Pire, il a été parachuté en France par l'Angleterre, qui s'est laissé abuser. Les conséquences sont terribles. Beaucoup d'antennes d'espionnage créées par le réseau Alliance sont décapitées par l'Abwehr, le service secret nazi. Marie est contrainte à la fuite. Elle voyage clandestinement et parvient à gagner l'Espagne, un pays neutre. Une fois à Madrid, elle rencontre des émissaires des services britanniques. Ils sont bien sûr très surpris de voir qu'Hérisson, le nom de code de Marie, n'est autre qu'une charmante jeune femme de 32 ans, aux cheveux châtains, vêtue d'une élégante robe noire de soie. Mais les Anglais sont pragmatiques. Ils se rendent vite compte qu'ils ont en face d'eux un vrai chef de réseau, efficace et déterminé. Ils vont alors aider Marie à reconstituer matériellement le réseau Alliance en France et ils lui donnent des instructions précises sur le type d'informations qu'il recherche désormais. Alors les choses s'étant un peu calmées, Marie décide de retraverser les Pyrénées, cachée dans un sac de toile de jute de la valise diplomatique britannique. Nous sommes en décembre 1941. Elle arrive à Marseille avec dans ses bagages 2 radioémetteurs destinés à l'antenne parisienne de son réseau. Elle y retrouve le compagnon d'infortune de Loustono Laco, le fameux commandant Léon Failly, qui vient d'être libéré par Vichy après le fiasco d'Alger. Léon Failly devient son plus proche collaborateur et même son amant. Ensemble, Marie et Léon vont développer une nouvelle branche du réseau qu'ils nomment l'escadrille. Il s'agit de gérer secrètement des terrains de parachutage pour le matériel venu de l'Angleterre. C'est sur la proposition de Léon Failly que Marie décide de recruter de nombreux officiers d'active qui ne supportent plus la politique de Pétain. Le but est évidemment de regarnir les effectifs du réseau Alliance. À son apogée, il va d'ailleurs compter jusqu'à 1500 membres. Désormais, la ville de Marseille, plus sûre avec ses nombreuses ruelles, devient le nouveau centre névralgique du réseau Alliance. Le 8 septembre 1942, le gouvernement de Vichy publie un décret important interdisant l'utilisation des postes émetteurs. Désormais, la chasse est lancée. Ceci va évidemment compliquer la tâche d'Alliance, car la loi prévoit que toute personne en possession d'un poste radio émetteur
sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Et si l'émetteur envoie des messages anti-vichistes, la peine de mort sera alors prononcée. Alors, la traque des résistants s'intensifie comme on peut l'imaginer. Vichy travaille main dans la main avec l'Abwehr allemand. Ils mettent ensemble en place de nombreux services d'écoute ainsi que des stations de repérage d'émetteurs. C'est ce que les Allemands vont appeler l'opération Donner, Donner, dieu de la foudre dans la mythologie nordique. Alors, parmi les premières victimes, on trouve hélas Marie et Léon Failly. Ils sont arrêtés à Marseille le 7 novembre 1942. Ils se sont fait prendre par un commando de l'Abwehr alors qu'ils émettaient vers Londres. On les transfère dans une prison pour interrogatoire. Le lendemain, le 8 novembre 1942, Marie apprend dans sa cellule que l'opération Torche, qui consiste à faire débarquer des troupes alliées en Afrique du Nord, a commencé. C'est un soulagement pour elle. En effet, elle avait travaillé de longue date à fournir des renseignements aux Anglais sur l'emplacement de la marine allemande en Méditerranée. Désormais, la France libre se retrouve à Alger, un territoire français à l'époque. Avec l'appui des Anglais et des Américains, le général Giraud est promu chef des forces françaises d'Afrique du Nord en décembre 1942. De Gaulle, qui aurait souhaité ce poste, est furieux. Il parvient cependant à évincer Giraud un an plus tard et à s'imposer comme le chef incontesté de la France libre. Fin novembre 1942, en réponse à l'opération Torche, l'armée allemande envahit la zone sud de la France. Cette zone était jusqu'alors directement administrée par Vichy. Il devient donc impératif pour Marie de s'échapper de prison. Fort heureusement, son réseau Alliance compte dans ses rangs des agents qui ont infiltré la police de Vichy. Une évasion se prépare dans l'urgence. Il n'y a pas de temps à perdre avant l'arrivée des Allemands. Des complices imaginent alors le transfèrement de Marie dans une prison à Castres. Elle est placée dans un fourgon avec d'autres prisonniers. C'est à ce moment qu'interviennent des résistants déguisés en policiers français. Ils permettent à Marie et à ses compagnons de s'évader en pleine campagne. Elle revient clandestinement à Marseille, désormais occupée par les Allemands. La répression s'accentue dans le sud du pays. Des milliers de résistants de tous horizons sont arrêtés. Beaucoup sont torturés, fusillés, envoyés dans des camps. Marie se sent traquée. Elle juge que le Sud est devenu trop dangereux et décide de transférer l'état-major d'Alliance à Paris. Vaste et étendue, la capitale semble paradoxalement plus propice à la clandestinité. Afin de ne pas être repérée, Marie change de coiffure chaque semaine et se teint régulièrement les cheveux. Pour sa part, son compagnon, le commandant Léon Failly, se rend à Londres et demande de nouveaux renforts aux Anglais. Alors, ceci étant fait, Failly rejoint Paris et Marie en mars 1943. Il a maintenant en poche
un certificat officiel de reconnaissance du réseau Alliance par l'armée française libre qui opère depuis Alger. Pour les résistants d'Alliance, formés en grand nombre de militaires dissidents, c'est un acquis fondamental. Ils sont enthousiastes à l'idée d'être de nouveau reconnus comme de vrais soldats. En juillet 1943, Marie convoque à Paris tous les principaux chefs de secteur d'Alliance. Elle annonce qu'elle va rejoindre l'Angleterre. En effet, l'intelligence service veut à Londres un agent de liaison capable de décrypter la situation très complexe de la France. Les Anglais jugent qu'elle est la mieux placée pour accomplir cette tâche. Car Marie a un atout majeur pour elle, la longévité. Alors qu'en moyenne, un chef de réseau ne tient pas plus de 6 mois avant d'être découvert, elle est à la tête d'Alliance depuis 32 mois. Un véritable exploit. Désormais, c'est son adjoint et amant, Léon Failly, alias Aigle, qui la remplace en France. Alors en août 1943, Léon rend visite à Marie à Londres. Il apporte des informations importantes sur le développement de nouvelles armes de guerre par l'armée allemande. Cependant, les services secrets britanniques sont inquiets. Ils demandent à Failly de ne pas retourner en France. Ils viennent en effet d'apprendre qu'il figure sur une liste d'individus recherchés par la Gestapo. Mais ce dernier ne se soumet pas. Le 16 septembre 1943, Failly s'envole donc, atterrit clandestinement à 2 heures du matin en territoire français. Il est accueilli par une équipe d'Alliance. Mais hélas, les Allemands sont parvenus à infiltrer le groupe. Un de leurs espions est présent au moment de l'atterrissage du commandant. Léon Failly est arrêté par la Gestapo avant même d'avoir mis le pied à Paris. C'est un coup terrible pour Marie. Failly est torturé, mais il ne parle pas. Il est envoyé au bagne à Sonnenburg, en Prusse orientale. Il n'en reviendra plus. Il sera égorgé par les Allemands. Alors cette arrestation de Failly n'est pas la seule, hélas. Elle est suivie de 200 autres. C'est une véritable hécatombe pour le réseau Alliance. 5 des 6 postes émetteurs sont pris par les Allemands. Ceci va considérablement réduire, pour un temps, les capacités de renseignement du réseau vers l'Angleterre. De Londres, Marie décide que Paul Bernard, alias Martinet, militaire de l'armée coloniale, va succéder à Léon Failly. Le réseau est gravement affaibli, mais il n'a pas disparu. Peu à peu, Alliance va se métamorphoser. Grâce à de nouveaux financements britanniques, Alliance se transforme en une organisation militaire. Actions de sabotage et de combat sur le terrain font maintenant partie intégrante des objectifs du réseau. Mais nouveau coup dur pour Marie. Après 6 mois à la tête du mouvement, Paul Bernard est arrêté par la Gestapo. Nous sommes le 17 mars 1944. Torturé, il subit le supplice de la baignoire. Ce calvaire est couramment utilisé par les services secrets allemands. Il consiste à suffoquer les prisonniers en simulant la noyade.
Mais Paul Bernard ne parle pas, il n'avoue rien. Il est alors envoyé à la prison de Moabit, près de Berlin. Alors pour sa part, Marie opère toujours de Londres. Fin mars 1944, elle choisit donc un nouveau dirigeant pour Alliance. Ce sera le résistant Georges Lamarck, un professeur agrégé de philosophie aux capacités organisationnelles reconnues. Alors quelques mois plus tard, c'est le tournant de la guerre. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie. 3 mois avant le débarquement, Marie avait fourni aux Britanniques une carte de 16 mètres de long, 55 feet. Toutes les plages, chemins et routes normandes y étaient détaillées. Cette carte fut essentielle à la réussite du débarquement. Sur ce plan immense apparaissent d'autres renseignements vitaux. L'emplacement des bataillons allemands, leurs fortifications côtières et les obstacles et mines placés sur les plages. Chaque officier et sous-officier qui débarque lors du D-Day porte sur lui un morceau de ce plan qui détaille le secteur où il arrive. Hélas, les membres du réseau Alliance qui avaient participé à l'élaboration de cette carte détaillée sont capturés par l'Abwehr le lendemain du débarquement. Ils sont immédiatement fusillés et en premier lieu, l'artiste graveur qui avait dessiné le plan. Alors après avoir passé un an en Angleterre, Marie arrive sur le sol français en juillet 1944. Elle souhaite reprendre le combat de manière plus active et obtient l'accord des Anglais. C'est pourtant une période très dangereuse. De nombreux membres d'Alliance sont victimes d'agents doubles qui travaillent pour Vichy. Alors ceci ne fait que renforcer la détermination de Marie. Elle se rend en Provence car elle apprend l'imminence d'un second débarquement. Exaltée, elle envoie des messages codés à Londres. Mais sans doute, par excès de confiance, elle est arrêtée car un de ses messages est intercepté à Aix-en-Provence par les Allemands. Fort heureusement, le second débarquement a lieu en août 1944. Dans le chaos qui s'ensuit, elle parvient à s'évader avec d'autres prisonniers. Elle remonte alors sur Paris, qui vient d'être libéré le 25 août. Elle organise, avec Georges Lamarck, le suivi des troupes alliées alors que les Allemands se replient vers la Moselle. Marie continue donc de collecter des informations vitales qu'elle transmet aux Alliés. Alors sur le front est du nord de la France, la bataille de Metz, ville annexée par l'Allemagne, fait rage. Du 27 septembre 1944 au 13 décembre, la première armée du général allemand Knobelsdorff fait face à la troisième armée du général Patton. Knobelsdorff, malgré un combat héroïque, finit par capituler. Pendant ce temps, Georges Lamarck s'installe à 60 km au sud, près de Nancy, en Lorraine française. Mais il est repéré alors qu'il émet secrètement à partir du petit village de Luz. Ne voulant pas que les Allemands se vengent sur les villageois, il se rend plutôt que de s'enfuir. Lui et ses camarades sont fusillés le jour même
le 8 septembre 1944. Une fois encore, le réseau Alliance vient de perdre son chef de manière tragique. Marie reprend donc la direction du mouvement qui, malgré ses déconvenues, s'est imposé comme le plus grand réseau d'espionnage du territoire français. Il compte désormais près de 2900 agents, dont un quart de femmes. Alors, les Anglais donnent maintenant à Alliance pour mission principale de cartographier. Il s'agit d'indiquer aux Alliés la présence exacte des troupes allemandes et leurs mouvements tactiques. C'est une tâche coûteuse en vie humaine. En quelques mois seulement, 432 agents du réseau, en première ligne, vont perdre leur vie. Marie, pour sa part, ne cherche pas à esquiver le danger. La voilà maintenant sur la ligne de front entre les feux allemands et alliés. C'est une période chaotique, on s'en doute. Il est difficile de savoir qui est qui. La distinction entre collaborateurs de Vichy en fuite et vrais résistants est délicate. C'est ainsi que Marie se fait repérer par les Américains dans la Meuse. On la prend pour une espionne allemande. Elle est arrêtée à Verdun, où elle a installé le quartier général d'Alliance. Elle parvient, fort heureusement, à prouver son identité et elle est immédiatement relâchée. Elle retourne très brièvement à Paris. Elle y reçoit, lors d'une cérémonie honorifique, l'ordre de l'Empire britannique. Mais Marie est une femme d'action. Elle repart sans attendre vers Metz et la frontière luxembourgeoise. Le 8 mai 1945 marque la fin de la guerre en Europe. Mais Marie, elle, n'en a pas encore fini. Elle parcourt les camps de concentration et les prisons à la recherche de membres du réseau emprisonnés par les Allemands. Elle a le bonheur de retrouver vivant Paul Bernard, ancien chef d'Alliance, à la prison de Moabit, près de Berlin. Mais c'est une bien maigre consolation. La plupart des membres capturés du réseau ont été assassinés. Au printemps 1945, Marie devient officier liquidateur du réseau Alliance. La guerre étant finie, il s'agit maintenant de faire l'inventaire de l'action menée lors de ces 5 années de combat. C'est un énorme travail de mémoire. En 1947, sa tâche étant achevée, elle publie dans un livret intitulé Mémorial de l'Alliance tous les noms des membres du réseau. Cela va lui permettre d'obtenir des pensions pour les familles de résistants. Les veuves pourront aussi bénéficier des œuvres sociales qui se mettent en place après la guerre. Grâce à Marie, 18 000 dépendants, dont beaucoup d'orphelins, seront pris en charge par l'État français. Alors, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, auréolé de gloire, désigne officiellement 1038 héros de la résistance que l'on appelle compagnons de la libération. Seules 6 femmes figurent sur cette liste de 1038 membres. Et seulement 3 membres masculins du réseau Alliance reçoivent le titre de compagnon. Marie-Madeleine Fourcade n'est même pas mentionnée. De Gaulle,
rancunier ne l'apprécie guère. En effet, Marie a toujours refusé de se soumettre à son autorité, préférant œuvrer pour les services britanniques. Elle disait d'ailleurs souvent, parmi les Européens, seuls les Anglais conduisaient véritablement la guerre. Tirant un trait sur le passé, Marie épouse, en novembre 1947, un riche entrepreneur français, Hubert Fourcade. Elle abandonne enfin le nom de son premier époux, qu'elle n'a jamais aimé, Méric. À 38 ans, la voilà donc officiellement devenue Marie-Madeleine Fourcade. Elle aura avec lui 3 enfants. En 1948, Marie devient vice-présidente du Comité d'action de la résistance. Il s'agit désormais de maintenir, propager et exalter l'esprit de résistance pour les générations futures. Autre objectif, démasquer les anciens collaborateurs de Vichy, particulièrement les fonctionnaires de l'administration pétiniste, qui furent souvent des acteurs invisibles de la collaboration avec les Allemands. Marie poursuit sa mission et devient également membre de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Le temps passe. En 1958, la France connaît une grave crise politique. En effet, depuis 9 ans, la 4e République vit sous 24 gouvernements successifs. C'est le Parlement très divisé qui contrôle la composition du gouvernement et il crée de fait une grave instabilité à la tête de l'État. Les gouvernements sont renversés tous les quelques mois. La France est politiquement paralysée. Marie décide alors de mobiliser ses anciens compagnons de résistance. Elle fait abstraction de son histoire personnelle et milite avec succès pour le retour du général de Gaulle au pouvoir. Grâce à une nouvelle constitution, la Ve République est née. Le Premier ministre est désormais nommé par le président. La stabilité revient enfin dans le pays. En 1962, alors qu'elle a 53 ans, Marie prend la présidence du Comité d'action de la résistance. Elle va ainsi fédérer une 50aine d'associations d'anciens résistants et sous sa présidence, le comité va tout particulièrement s'atteler à publier des études et des ouvrages sur la résistance afin d'en perpétuer la mémoire. Elle va ainsi grandement contribuer à mettre en lumière pour les Français la réalité du nazisme. Elle organise des colloques, des manifestations et des cérémonies mémorielles. Elle favorise la création audiovisuelle, collectant de nombreuses images d'archives, et son comité finance la production de films. En 1968, Marie publie L'Arche de Noé, un livre qui fera date. Elle y partage ses souvenirs de résistance et son action au sein d'Alliance. Si elle intitule son livre L'Arche de Noé, c'est en hommage à tous les cadres résistants qui, comme Alias, portaient tous le nom d'un animal. Rappelez-vous, Marie était elle-même connue sous le nom de code Hérisson.
Et elle écrit dans ses mémoires, je cite, je les vois tous devant moi, tous ceux à qui nous avions donné des noms d'animaux. Je vois tigre, je vois goéland avec ses grandes ailes, je vois tous ces aviateurs, tous ces marins et tous ces soldats rassemblés dans ce réseau qui a duré 5 ans. Comment l'avons-nous fait? C'est très simple. Nous étions dans la position de tous les gens qui, écrasés par la défaite, ne pouvaient pas vivre dans l'infamie. Il fallait lutter. Nous étions de cela. À 71 ans, Marie continue son combat politique. Cette fois, elle se présente à la députation européenne sous l'étiquette du RPR, le parti gaulliste de Jacques Chirac. Elle est alors élue députée au Parlement européen en 1980. Mais il est temps déjà de conclure. Après une vie bien remplie, Marie décède le 20 juillet 89 à l'âge de 80 ans. Ses obsèques sont célébrées en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, dont la crypte abrite les plus célèbres militaires français. Son cercueil est porté par des soldats et salué par les tambours de la garde républicaine. Marie reçoit enfin l'hommage solennel de la République que lui avait refusé le général de Gaulle. Elle est enterrée au fameux cimetière du Père Lachaise, parmi tant d'autres personnalités qui ont fait l'histoire de la France. Alors, si au hasard d'une visite à Paris, vous passez par le Père Lachaise, rappelez-vous qu'un hérisson héroïque y repose. Il s'appelle Marie-Madeleine Fourcade.